Fidèles auditeurs de Radio Djena, bienvenue dans ENU. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation en mettant un accent particulier sur les cours de répétition. En effet, on constate de nos jours que la majorité des élèves ont des répétiteurs et qu'il est presque rare de trouver des apprenants qui terminent le secondaire, c'est-à-dire le lycée, sans l'accompagnement de ceux-ci. Ces répétitions, qui semblent être un besoin absolu dans le système éducatif, nécessitent d'être dispensées de la meilleure des manières. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons des stratégies à adopter afin de les rendre plus productifs et plus bénéfiques aux apprenants. Et ce, avec notre invité du jour, Eric Bonin, coach Eric Bonin. Soyez le bienvenu. Merci. Est-ce qu'on peut faire une petite correction? Je savais. Oui. Kwame Bonin. Voilà, d'accord. Voilà, le seul et unique. Okay. Alors, quant à moi, c'est Michak Nyaro, je vous souhaite la bienvenue. Cher coach Kwame Bonin, nous parlons des cours de répétition. Dites-moi ce que vous pensez de ces répétitions. Pour répondre de manière très simple, je vous dis, j'en pense rien du tout. Aussi simple que ça. Parce que si vous me demandez mon avis, moi, en tant que Kwame, je vous dis, c'est quelque chose que je n'aime pas, que je n'approuve pas. Et mes enfants n'en ont pas eu, et ils n'en auront pas à la base de Dieu. Je ne suis pas pour la très simple raison que c'est une pratique qui est à double tranchant. C'est une pratique un peu vicieuse. L'enfant, naturellement, comme tout être humain, recherche la facilité, ce qu'il peut faire avec le moins d'efforts possible. Mais le système et les impératifs de la vie l'obligent, le poussent à toujours donner le meilleur de lui-même, à ne pas attendre, à être toujours prêt pour relever tous les défis. La mise en place d'un système de répétiteurs, ou bien de l'habitude de la répétition à domicile, les cours de soutien, en fait, le nom qu'il faut, les cours de soutien, crée dans l'enfant une certaine dépendance. L'amène à toujours attendre que quelqu'un lui donne, lui dise, lui montre, lui explique. Lui-même ne développe pas naturellement, ni ne développe pas individuellement cette envie, cette fougue, ce feu-là pour aller chercher, pour faire les efforts, pour se battre lui-même, pour trouver ce qu'il lui faut. C'est bien dommage. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je n'en veux pas. Maintenant, en tant que coach, en tant qu'acteur du système éducatif et surtout en tant que citoyen togolais, il n'est pas du tout dans mon intérêt de mettre du sable dans le gali des autres acteurs. Donc ceux qui le font, ensemble nous trouvons les voies et moyens pour qu'ils le fassent de la meilleure des manières pour que l'enfant soit justement au centre de ce système-là et non pas juste un acteur passif, alors que ça va être plutôt des intérêts financiers uniquement. Donc c'est une pratique qu'il faut régulariser, contrôler et j'ai failli dire normaliser, parce que n'est pas répétiteur qui le veut, qui le pense, qui le rêve, mais un répétiteur qui le mérite et qui a justement les prérequis pour ça. On en parlera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'en pense? L'acteur de il y a un travail à faire dans ce secteur-là pour que les choses soient bien faites, mais l'individu que je suis dit non. Voilà. D'accord. Alors, vous n'êtes pas totalement pour les cours de répétition, et qu'en est-il des TD, puisque c'est presque la même chose? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose en ce sens que les répétitions, voilà, vous décidez individuellement de le faire. Vous décidez, souvent c'est les parents qui disent, bon voilà, il nous faut un répétiteur, on le paie le répétiteur pour ça. Et des fois même, si les parents sont un peu comme il faut, ils sont très regardants sur et le physique et le bagage et la manière de faire du répétiteur, ils vont même jusqu'à suivre les premières séances pour s'assurer que la personne a ce qu'il faut pour justement aider l'enfant. Les TD, ça se passe à l'école, le parent n'est pas là, le parent il sait qu'il y a TD, il n'est pas là. Si vous le faites, tant mieux, si vous ne le faites pas, tant pis.
la plupart du temps, dans 95% des cas, que dis-je 98% des cas, les parents ne savent même pas que il y a TD, ils ne savent pas comment ça se passe les TD, ils ne savent pas où ça se passe les TD, ils ne savent pas qui sont là avec l'enfant pour les TD. Donc, bon, voilà, on s'en remet juste à l'école, à l'enseignant. Donc, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que j'en pense pour les TD? Je pense que aujourd'hui, avec le système que nous avons, les TD deviennent quelque chose d'important. En ce sens que, avec l'effectif, avec le programme, avec le rythme de dispensation des cours, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour suffisamment d'exercices. Donc, les TD sont un moment où, normalement, l'enseignant peut faire des exercices et donner des explications en plus de ce qu'il avait déjà donné en classe aux apprenants. À la base, c'est ça. Bon, maintenant, dans la pratique, des zones d'ombre demeurent. Voilà. Oui, alors dites-nous, selon vous, quelles difficultés devrait nécessiter la présence d'un répétiteur? Voilà, justement. Ben, là, maintenant, on vient, là, c'est une très bonne question. En fait, c'est, je veux me dire, c'est la bonne question. Parce que, justement, c'est pas tous les apprenants inscrits dans une école qui ont besoin de répétition, qui ont besoin de cours de soutien. On a parlé de cours de soutien. Donc, on soutient ce qui tombe. On ne soutient pas ce qui tient déjà. Alors, si l'enfant tient déjà, si l'enfant est suffisamment intelligent, a suffisamment de capacité de concentration, de mémorisation, si l'enfant comprend clairement le cours, si l'enfant, je n'ai pas dit qu'il est premier de classe, mais je dis qu'il a suffisamment d'aptitude pour suivre, pour comprendre, pour mémoriser, pour être concentré, il est suffisamment discipliné pour faire les devoirs de maison, et il le fait, même s'il ne trouve pas, il est suffisamment discipliné pour le faire, et il est suffisamment humble pour accepter justement les corrections, et suffisamment discipliné pour les refaire. Et voilà, donc un enfant comme ça, il n'a pas besoin de répétiteur, il n'a pas besoin de cours de soutien, on va se tenir quoi pour lui là, rien ne tombe, il n'y a rien à soutenir pour lui, je ne sais pas si vous voyez. Tout ce qu'il lui faut, c'est suffisamment de motivation, ok? C'est une certaine discipline pour ne pas perdre sa motivation. C'est suffisamment de soutien pour le canaliser cette capacité de concentration, lui donner l'objet sur lequel il doit être concentré pour qu'il ne soit pas distrait. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin de soutien. Ceux qui ont besoin de soutien, c'est ceux-là qui manquent les éléments, c'est ceux-là à qui manquent les éléments que je viens de citer. Il n'est pas discipliné. Il n'arrive pas à faire les devoirs de maison tout seul. Quand il est tout seul là, il est distrait. Il te dit qu'il ne comprend pas. C'est parce qu'il n'a pas fait l'effort de chercher à comprendre. Quand il lit là, il ne comprend pas. Chez nous, je dois le ici maintenant là. Il y a de plus en plus de cas d'enfants dyslexiques. Ce sont des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Il n'est pas malade. Il n'y a pas de bonbon chez lui. Non. Mais c'est juste qu'il n'arrive pas à se concentrer pour lire une phrase. La mémoriser, la comprendre. Je ne parle même pas de mémoriser. Il n'a pas se concentrer pour lire la phrase, pour mettre ensemble les syllabes. Le mot mémoire. Quand tu lui dis mémoire, et puis il est calé. C'est comme si le MOI là, le son moi là, il n'arrive pas à mettre ça dans son esprit. Donc il y en a beaucoup qui font la confusion entre les phonèmes et même entre les consonnes, entre certaines lettres. Le P et le T pour lui c'est la même chose. Donc pour parler c'est compliqué. Mais lui là, faut pas faire l'erreur de lui donner les chiffres. Il va te battre à plein de couture. Donc ceux-là, c'est des gens qui n'ont pas besoin ils ont besoin de soutien, mais pas de répétiteur. Oui. On reviendra sur la nuance, allez mieux nous expliquer. Voilà. Je tiens à noter, à informer les auditeurs que nous avons été rejoints sur le plateau par un second invité du nom de Prosper Agboklou, qui n'est pas étranger à cette radio. Soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation et surtout un plaisir de discuter, de parlementer, de dialoguer et d'informer les auditeurs de Djena sur la thématique aussi très importante. Et en face, un coach bien chevronné qui certainement va nous aider encore plus à couronner de succès ce débat. Alors, avant votre arrivée, nous étions en train de parler de l'importance des cours de répétition. Est-ce que vous pensez que les cours de répétition sont une nécessité pour les apprenants? Bon, vous savez, la question, elle
je dirais, pertinente, ambiguë, et par rapport à sa conception, il faut dire quand même que, tel que le coach l'a expliqué tout à l'heure, il y a des facteurs autres que, comme on appelle, le regard porté sur l'attitude de l'enfant dont on veut parler ou bien apporter ce supplément qui concerne la répétition. Au-delà, pourquoi je le dis, il a donné les raisons et les explications autour de la question. Faut-il ou pas? Cet enfant a-t-il besoin de répétiteurs? N'a-t-il pas besoin? Maintenant, au-delà de l'enfant, il y a toutes les personnes qui entrent dans la conception de la répétition. Et c'est pourquoi moi j'ai pris la répétition en les définissant sur certains critères. Elle est conjoncturelle, elle est structurelle, elle est pédagogique et elle est alimentaire. Voilà les contours qui restent dans la conception de ce concept-là même. Parce que quand vous poserez la question, lui, il est coach, il est dans la pédagogie de la répétition. Il a expliqué les raisons qui poussent à aller vers là ou non. Vous voyez à peu près? Maintenant, au-delà, pour un citoyen lambda, il y a d'autres concepts qui rentrent en jeu. Par exemple, vous pouvez prendre quelqu'un qui, lui, ne vit que de ça. Donc, quand vous lui posez la question, il vous dira que c'est nécessaire. Quel que soit le type d'enfant, en face, c'est nécessaire. Maintenant, pour les élèves, est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que de facto, à tous les coups, on doit flanquer des répétiteurs aux apprenants? Il a étalé vraiment la psychologie même qui amène à la répétition. Ce n'est pas important. D'autant plus que quand vous reculez, vous allez en arrière, vous faites un flashback dans le passé. Nos parents n'en ont pas eu. Nous-mêmes, on n'en avait pas eu. Mais aujourd'hui, on est là. Quelqu'un a dit, le temps évolue et nous devons vivre avec notre temps. Amadou Apateba l'a dit. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'en avait même pas besoin parce que la maturité conduit déjà le savoir-faire, le savoir-être et la connaissance de l'individu. Vous voyez à peu près? Avant d'aller à l'école, on vous dit, mettez la main comme ça. Quand vous arrivez à tenir l'oreille opposée à la main que vous désignez, ça veut dire que vous avez la maturité pour aller comprendre. Puisque nous, à l'époque, on le faisait, mais on était au CM2 avec des gaillards, de grands frères, vous voyez à peu près, à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on amène l'enfant à l'école à quel âge? À 2 ans déjà, il est là. Donc, ce qui fait revenir ce concept-là, il est né. Moi, je pratique l'enseignement, ça fait 32 ans, depuis 92. La répétition est là, les gens le font. Pour quelle raison? Est-ce que ça a réussi ou ça ne réussit pas? Est-elle importante? Ça, c'est devenu une mode. Ouais, à peu près. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est la personne en face de laquelle vous vous trouvez qui vous dit que c'est nécessaire ou pas. Et l'enfant, en écoutant, il dit c'est nécessaire pour lui ou, ouais, à peu près. Donc, c'est l'ambiguïté. Oui, coach Kwame, dites-nous, est-ce que la maturité joue sur les aptitudes d'un élève à comprendre ou à réussir à l'école? Mais bien sûr, mais très, bien sûr. Écoutez, vous avez des enfants aujourd'hui qui réussissent au bac à 16 ans, à 15 ans, voilà, on dit, il est super crack, tout ce que tu veux, mais à 16 ans, l'enfant qui a bûché, l'enfant qui a mémorisé les cours et qui a répondu, qui a donné les bonnes réponses de mémoire, qui a réussi à donner les phrases qu'il faut, les réponses qu'il faut pour avoir les points. Cela ne fait pas encore de lui un citoyen responsable à qui on peut confier une certaine entité. Parce que, dites-vous bien que, il a dit tantôt,
il y a des années, il y avait des gaillards dans les classes qui étaient à la recherche du CEP, mais qui eux-mêmes, pendant ce temps, étaient gérants d'une boutique ou bien propriétaires d'un champ, tout ça, tout ça. Lui là, propriétaire d'un champ, tu viens lui enseigner, allez va, table de multiplication par 2, 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2. Quand il dit ça, la première fois, je dis, mais c'est quoi ça? Et puis après, en lui réfléchissant, 2 fois 1, 2. Comment tu vas pour lui expliquer que 2 fois 1, ça fait 2? Mais amène-le dans son champ. Et ça, il va te comprendre ça comme ça. Et il te fait des opérations arithmétiques plus vite qu'une calculatrice, quel que soit le nombre de zéros que tu as aligné. C'est ça la maturité. C'est la capacité à appliquer les notions théoriques apprises dans la vie quotidienne au courant. L'enfant de 15 ans, il a quelle expérience? Il a été confronté à quoi? Il a été exposé à quoi? Donc, la maturité des apprenants est extrêmement importante. Et là, à cette rentrée, partout où je suis passé, je leur disais ça. En Afrique, surtout en Afrique francophone, surtout maintenant là, nous avons tendance à nous amuser énormément. On dit non, laissez les enfants s'amuser, c'est l'enfance. Hey, réveillez-vous. Il n'y a pas d'enfance qui vaille. Ah non, 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 non. Vous-même, les enfants à votre âge là, vous voyez les enfants de votre âge dans d'autres pays asiatiques là, ils sont en train de fabriquer, de réaliser des choses. Et c'est la même chose que vous apprenez, vous traumatisez vos parents à sortir des milliers de francs pour acheter. Mais c'est réalisé par qui? Par les enfants de votre âge, sous d'autres cieux. Alors que vous êtes ici, en train de faire quoi? De vous amuser. Question. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est vous qui préférez passer votre temps à vous amuser et lorsque vous arrivez à l'âge officiellement dit ici qui est adulte, majeur, vous vous retrouvez complètement dépaysé là, déboussolé, je fais quoi, je passe par où, je peux faire quoi. Tu n'avais pas commencé. Maintenant tu veux commencer là. Il y a des petits matures qui te dépassent. Et donc à 30 ans, tu vas devenir le chauffeur d'un petit, de ton petit frère. Mais parce que lui, il avait commencé plus tôt, tu es obligé maintenant de faire des courbettes. Donc, quelqu'un qui arrive au bac à 15 ans, si il a bac plus expérience dans le quartier, expérience dans l'église, expérience dans une association, là, c'est un enfant qui est mature. Là, c'est un enfant qui mérite son bac. Mais s'il a eu bac parce qu'il a juste répondu aux questions, qu'on lui a donné le point, parce qu'il a toujours été premier de classe, ou même ce que certains font, mais que Dieu merci, on a arrêté maintenant on lui a sauté des classes. Oui, oui. Franchement, celui-là, il va souffrir après. Parce qu'il est en avance sur son âge, et en attendant que les choses soient équilibrées, il va y avoir un vide. Il va y avoir un vide. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, la maturité est extrêmement importante. Et cette maturité-là n'est acquise que par la pratique. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur les explications que vous donniez tantôt sur les questions de répétition et de soutien? Parce que vous avez mis une nuance là-bas. Justement. Alors, le soutien scolaire, moi, je fais du coaching scolaire. Le coaching scolaire, c'est d'aider l'apprenant, c'est pas d'aider, c'est d'accompagner l'apprenant, pas de questionnement, pour qu'il passe d'une situation A à une situation B. La situation A était une situation non désirable, la situation B était la situation améliorée, bien désirée. Autrement dit, il y a un enfant qui n'arrive plus à être concentré en classe. Quand il arrive en classe, ses idées vagabondent et il est là à gauche, à droite. Mais il a besoin de rester là en classe de corps et d'esprit pour pouvoir comprendre, avant de pouvoir réussir. Oui. Moi, mon travail, c'est d'arriver à l'aider, d'abord à comprendre vers où vont tes pensées. À quoi penses-tu? Pourquoi c'est important de penser à ça en classe? Il faut aller mettre le doigt sur le problème. C'est pas moi qui vais résoudre le problème. C'est à lui maintenant de savoir qu'il y a un problème là qui m'importe. Mais dans la liste de priorités, l'école a une valeur beaucoup plus lourde que ce problème qui est tout aussi important. Alors j'ai le choix. Soit je résous ce problème pour être libre en classe, soit je mets tous mes efforts en classe et après j'irai résoudre ce problème. C'est à lui de le faire. Il y a des enfants qui eux-mêmes n'y arrivent pas avec l'aide des parents. Mais ça, c'est du coaching scolaire. Okay? Le soutien scolaire, c'est d'arriver à aider l'enfant. Vous êtes là et vous l'aidez soit à apprendre ou mémoriser. Parce que, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau,
on ne mémorise pas tous de la même manière. Oui. Soit à être concentré en classe, soit même à être présent à l'école. Le soutien scolaire passe aussi par ça, à être présent à l'école. Il y a des enfants qui fuient l'école. Il est tout le temps absent, il est tout le temps en retard. Qu'est-ce qui ne va pas? On l'a dit, mais ça ne marche pas. C'est pas ça qui est la solution. Il y a quelque chose. Le quelque chose là, c'est pas le soutien scolaire qu'on va arriver à découvrir ça. Ou bien il y a quelqu'un là, il n'arrive pas à comprendre les mathématiques. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui est le problème au niveau de moi? J'ai parlé des enfants dyslexiques là tout à l'heure. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes pour lire, pour s'exprimer, alors qu'ils sont bons, ils sont bien, ils ont tout. Il faut comprendre ça, c'est pas répétition. C'est un soutien. Le soutien là, il faut comprendre et voir comment on va l'aider. On va pas l'accompagner, on va l'aider. Pour l'aider, soit c'est un traitement médicamenteux, soit c'est chez un psychologue, soit c'est un traitement spirituel, soit c'est un règlement de la situation à la maison. Les pistes sont innombrables. Ça, c'est du soutien scolaire. Et maintenant, la répétition, c'est là où maintenant vous vous substituez à l'enseignant pour expliquer de nouveau ce que l'enseignant a expliqué. Autrement dit, il faut savoir ce que l'enseignant a expliqué. Il faut pouvoir l'expliquer de la même manière que ce que l'enseignant a expliqué, avec peut-être des mots différents pour aider l'enfant et pour l'amener à mieux comprendre ce qu'il n'avait pas compris. Justement, Prosper Agboklou, est-ce qu'il faut choisir l'enseignant de l'élève pour l'accompagner à la maison dans des cours de soutien? Bon, je crois les cours de répétition, les cours de soutien. Bon, le coach a expliqué en long et en large le concept de soutenir un enfant. Il est psychologique, matériel et autres. Maintenant, au niveau de la question de la répétition, je crois que si un enfant a besoin d'un répétiteur, c'est parce qu'il a besoin d'un autre concept sur le même sujet. Monsieur Kwamevi, le Togui, peut expliquer quelque chose que moi aussi je peux expliquer, mais de façon différente, c'est ce qu'il a dit. Oui. Raison pour laquelle parfois, il n'est pas bon de choisir le maître de classe pour pouvoir répéter l'enfant. Parce que il utilisera les mêmes mots, bien les mêmes concepts pour agir. Or, on appelle un enfant. Quelqu'un peut l'appeler gosse. Oui. Quelqu'un peut l'appeler un petit. Ou un môme. Vous voyez à peu près? Donc, c'est à partir de là qu'il faut savoir qui choisir. Un enfant qui a des difficultés dans la classe, il y a beaucoup de concepts qui rentrent en jeu. Soit la façon dont on lui explique les choses, il n'arrive pas à les percevoir. Soit la personne qui se trouve devant lui ne lui convient pas. Soit l'endroit où il est pour être enseigné n'est pas de son goût. Mais il ne va pas vous le dire. L'enfant n'a que trois choses, même jusqu'à en terminale, il n'a que trois choses. C'est là où intervient le problème de conscience. La conscience, quand ça naît dans l'enfant, quand ça vient, il s'assujettit à tout et il comprend les choses de telle manière et agit d'une autre manière. Il n'a que trois, manger, dormir et s'amuser. Vous allez voir que même un enfant de 6e, 5e, 4e, il s'amuse toujours. Oui, oui. Pour eux, à la maison, la façon dont les parents leur indiquent de travailler, pour eux, c'est comme de l'embrigadement, une prison. Donc, choisir l'enseignant de classe, le maître de classe, on l'appelle ainsi, pour répéter un enfant, c'est de peut-être ne pas comprendre la raison pour laquelle il faut le faire. Maintenant, il y a des enfants qui s'habituent à la même personne. Quand vous lui dites que c'est le maître, il est très content, il va le faire. Ça dépend de l'attitude dans laquelle. Vous savez, le coach a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de forcer un enfant pour comprendre quelque chose. L'instinct de compréhension, si je peux l'appeler comme ça, vient à travers le mouvement. C'est pourquoi on dit la pédagogie, c'est l'art de répéter, c'est vrai. Ouais. Mais il faut des actions. Il ne suffit pas de venir pour dire, bon, marcher, c'est poser les pieds par terre et aller un à un et vous marchez. Non, il faut exécuter. C'est à travers, peut-être de là, il y a
petit truc qu'il faut amener. Et c'est à travers une autre voie. Vous voyez à peu près. Donc maintenant, c'est toi qui demandes la répétition. C'est à toi de juger pour voir de conseils. Et le mal pour les parents, c'est qu'ils ne maîtrisent pas cela. Vous voyez à peu près. On dit, il y a certaines écoles, ils ont gardé la répétition collective. Pour certains, c'est individuel. Pour d'autres, moi, personnellement, le concept de répétition, moi, je suis enseignant, mais depuis plus de, disons, 15 ans, je ne répète plus. Ah oui. J'ai refusé. Depuis 2010, 2009, 2010, j'ai dit, je mets un trait sur la répétition. Quand vous me demandez, je vous confie à un autre. L'autre est là, le concept de répétition. Donc, j'ai jugé dans ce cas-là pour dire, ben, si à chaque fois, je dois aller encore vers le métier, ça ne pousse pas à faire de recherche. Il faut améliorer la qualité du travail que nous sommes en train de faire. Vous sortez de la classe, vous attendez pour répéter les enfants. On reste toujours, c'est du sur place pour moi. Moi, c'est ma conception de la chose. C'est pourquoi je ne m'aventure plus dans la répétition. Mais pour ceux qui le font, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan alimentaire, sur le plan, comme on appelle, c'est un concept pour gagner sa vie. Donc, quand nous expliquons les choses, on n'est pas contre. Mais il faut avoir la ceinture nécessaire pour pouvoir, comme on appelle, enchevêtrer le concept. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire là, est-ce que ça marche dans la tronche? Donc, pour un maître de classe, bon, il peut accepter le faire. Mais moi, ma conception, ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, personnellement, ça ne m'engage que moi. D'accord. Alors, pour lui, l'idéal n'est pas de choisir l'enseignant. Maintenant, pour les parents qui ont besoin ou qui pensent qu'il faut recourir à un répétiteur, sur quels critères ils doivent se baser pour identifier le bon? Pour identifier le bon. Déjà, il faudrait qu'il y ait un profil normalisé du répétiteur. Nous avons le profil normalisé des enseignants. On sait aujourd'hui reconnaître un bon enseignant. Un enseignant qui doit être recruté, on sait reconnaître le bon profil. Maintenant, un répétiteur qui doit être recruté, quelle est la norme, quel est le profil normalisé sur lequel on va maintenant faire la comparaison des dossiers reçus, gros point d'interrogation. Chacun y va comme il peut. Chacun y va comme il peut. J'ai dit tantôt que les besoins des enfants sont multiples. Les besoins des enfants, au moment où on prend la décision de le faire répéter, les besoins sont multiples. Quelqu'un peut avoir un problème de discipline, tandis que l'autre a un problème de mémorisation, alors qu'il y a un autre qui a un problème dyslexique, alors qu'il y a un autre carrément qui a un problème de concentration. Ça va dans tous les sens. Le parent qui veut choisir un répétiteur, contrairement à ce que Tichaga vient de dire, s'il faut le faire, moi je suis plus d'avis de choisir l'enseignant de l'école de l'enfant. De l'école de la classe. De l'école de l'enfant. D'accord. Donc ce n'est pas directement celui qui intervient avec l'enfant. De la classe, à vous de voir, de l'école de l'enfant. Pour ça, je suis d'accord. Pour deux raisons. Numéro 1. Les enfants sont des êtres très sociables, mais en même temps extrêmement influençables. Un nouveau venu qui vient, en 2 temps 3 mouvements, il a vite fait de lui faire adopter et accepter certaines théories, entre guillemets, qui risquent d'être en porte-à-faux avec ce qu'on lui dit à l'école. Et là, vous semez la confusion totale dans l'esprit de l'enfant. Ça fait 1. Deuxièmement, comme il a dit, les enfants s'attachent très vite à qui est gentil avec eux. Et ils savent reconnaître ça. Oui. Ils vous voient dans les yeux, ils savent si vous êtes gentil ou pas. À l'école, dans son école, il y a certaines personnes qui ont, d'une certaine manière, une certaine autorité sur l'enfant. Pas tous. Ça peut être l'enseignant de sa classe. Ça peut être un autre enseignant. Mais dans la cour de récré, il y a certains textes, quand il les voit là, il file droit. Il n'y a rien à faire. Donc, selon le problème de l'enfant, si vous voulez qu'il suive vraiment les cours et que ça lui soit bénéfique, il faut quelqu'un qui ait une certaine influence sur lui en votre absence. Le plus simple là, c'est dans la cour de l'école. Parce que lorsque vous allez prendre quelqu'un d'autre, et comme il a dit tantôt, avec les besoins alimentaires, vous allez prendre un étudiant en fin d'année qui n'a pas encore fini lui-même de construire sa propre personnalité.
qui va venir habiller en décalé coupé et qui va se porter devant l'enfant qui lui a déjà tellement vu ça que quand il le voit là, il pense que c'est lui-même son camarade. Ne le prend pas au sérieux. Même pas un tout petit peu même. Donc, le répétiteur va lui dire, bon, est-ce que tu as fait le devoir? Tu as dit quoi, man? Va jouer dehors. On a vu là. C'est vous qui payez. Vous le payez à la fin du mois. Et au bout de 3 mois, ça n'a pas bougé donc, pire. Ça s'est même dégradé. Pire qu'avant. Pourquoi vous payez pour ça? On parle de quoi? Donc, pour moi, il faut que ça commence dans la cour de l'école pour avoir vraiment mainmise en termes d'autorité sur l'enfant, de savoir qu'il fera ce qu'on lui dira. Maintenant, on ira voir maintenant dans la technicité de la chose. Ok, est-ce que cette personne connaît la pédagogie? Ça, c'est la base. Est-ce qu'il connaît la pédagogie? Après avoir toute l'autorité, est-ce que la personne connaît la pédagogie? Parce qu'il y a des enseignants dans les écoles, on a beau dire, malgré tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce qu'on veut là, il y a quand même certaines têtes bizarres dans les écoles là. Disons la vérité. La pédagogie là, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Est-ce que la personne connaît la pédagogie? Mais la deuxième chose qui est importante, la personne doit être au courant du programme suivi par le niveau de l'enfant. Pas venir enseigner des choses de CM2 à un enfant qui est en 5e. Pas comment venir enseigner les choses de l'ancien, on a changé de système, on va venir enseigner les choses de l'ancien système à un enfant alors qu'on est dans le système APC, même qui est déjà encore en train d'être mis à jour. Mais parlons de ce sujet. Parfois, lors des répétitions, peut-être le maître de maison constate que l'enfant n'a pas le niveau de sa classe et peut-être il décide de le rétrograder au niveau de l'accompagnement. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je n'ai pas compris la partie rétrogradée au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire que peut-être le répétiteur a été engagé pour dispenser, accompagner l'enfant dans ses cours de 5e. Mais il se rend compte que l'enfant a du mal à lire, qu'il ne comprend pas les cours et qu'il a besoin de certaines bases de grammaire ou de vocabulaire de conjugaison. Est-ce que c'est bon pour le répétiteur de retourner en arrière même si ça le met en retard par rapport au programme? Bien. Alors, dans la liste des critères à identifier pour choisir un bon répétiteur, il y a le volet du professionnalisme. D'accord? La personne doit être suffisamment professionnelle. Être professionnel, ce n'est pas s'habiller, faire dedans, venir avec un catap. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous venez faire un travail bien précis. Et il y a plusieurs... Je vais dire ça comment? C'est un parcours. OK? Et c'est un parcours qui est saucissonné, c'est fractionné. Donc, à la base, vous ne savez pas encore la portion à laquelle vous allez avoir affaire. Le professionnalisme veut que, dès l'entrée, vous fassiez une évaluation pré-travail. Avec l'enfant. Avec l'enfant. Pour savoir de quoi cet enfant-là, ce client-là aura besoin. Et cette évaluation, ce n'est pas pour vous, c'est pour le client qui paye. Donc, vous faites une première évaluation de l'enfant et en bon pédagogue, vous saurez les lacunes de cet enfant-là et vous faites un document synthétique que vous présentez aux parents. Voici les lacunes de votre enfant. Et maintenant, pour relever ces lacunes-ci, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et chaque action avec sa durée. Et éventuellement, si c'est vous qui allez le faire ou c'est quelqu'un d'autre, il faut le préciser. Donc, cette évaluation pré-travail permet aux parents de savoir, déjà avec ça, il sait qu'il n'a pas affaire à un plaisantin, à un aventurier. Il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît son travail. Et là, il sait déjà, dès longtemps, à quelle sauce il va être mangé en termes de durée du travail, en termes de coût du travail, en termes d'impératifs pour faire ce travail. S'il faut acheter de nouveaux ouvrages, s'il faut aller chercher un autre enseignant, s'il faut inscrire l'enfant à des cours, à d'autres cours de soutien, plus ce qui suit maintenant, s'il faut, comme vous l'avez dit, le rétrograder, et ce rétrogradage, ou bien rétrogradement, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'est ce processus-là doit être fait de commun accord entre le répétiteur, le parent et l'école. Ah oui. Ah, mais attendez, vous n'allez pas, vous ne décidez pas tout seul. Vous ne décidez pas tout seul. Il l'enfant est inscrit dans une école.
le diplôme qu'il va avoir vient de cette école. La remarque que vous faites va impacter le résultat final de l'école. Donc, c'est aux parents de rapporter le résultat de vos observations à l'école pour qu'ensemble, vous décidiez. Vous ne faites pas ça ex nihilo, vous ne faites pas ça dans votre coin. On risque de rentrer en conflit avec ce que l'école aura fourni, aura produit comme résultat sur l'enfant. Mais c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux que l'enseignant vienne de la cour de l'école. Dans sa classe, l'enseignant il a affaire à 30, 50 enfants. Peut-être que celui-là lui a échappé. Ok, ça arrive. Oui, maintenant, grâce à un travail individuel intensif et beaucoup plus méticuleux, on a remarqué que l'enfant, malgré qu'il soit au CM1, traîne des lacunes depuis le CE2. La direction est au courant et ensemble avec l'enseignant, on met en place un plan pour aider l'enfant à remonter le niveau pour préparer l'année du CM2. C'est comme ça que devrait se passer le travail de répétition. D'accord. Dites-nous, Prosper, comment est-ce qu'on évalue le travail d'accompagnement qui est fait avec l'enfant? Non, pour évaluer, tel que le coach l'a dit, pour dire simple résumé, c'est qu'on ne répète que ce qu'on a déjà enseigné. Ah, en tout cas. On ne répète que ce qu'on a déjà enseigné. Répéter, donc répéter deux fois. Voilà, à peu près. Le répétiteur n'est pas l'enseignant de l'enfant. Il n'est appelé qu'à porter un coup de main, si nous pouvons le simplifier. Et il ne doit répéter que ce qui est déjà enseigné en classe. Voilà. Il ne viendra pas avec sa science. C'est là où fait partie du travail d'évaluation. C'est-à-dire que l'enfant lui a enseigné en classe 2 plus 2 égale 4. Toi, tu viens, tu prends ton document, tu viens poser et tu fais des exercices allant dans le sens de 10. Tu as escamoté. Tu n'es pas dans ton devoir. Tu ne fais pas ton devoir. On n'est pas venu te dire, viens inculquer le savoir et les connaissances à l'enfant. C'est là l'erreur que font les répétiteurs. Ouais, à peu près. Il ne doit pas venir avec son livre, ses documents anciens, tout ça là, il vient, il s'assoit, il prend le tableau, il met un problème, il dit, résout-moi ce problème, il fait des calculs sans consulter le cahier, le manuel de travail de l'enfant. Un répétiteur, quand il vient, en bon pédagogue, en bon gestionnaire des connaissances, il demande d'abord à voir dans le cahier de l'enfant ce qu'ils ont fait dans la journée, dans la semaine. C'est de ça la base de son travail. Et c'est ce qu'il dit. Et maintenant, au niveau des parents, oui. Ça c'est au niveau de l'enseignant, et pardon, du maître de maison qui évalue ce qui est fait à l'école avec l'apprenant. Maintenant, au niveau des parents, lorsque les cours de répétition débutent, comment est-ce qu'ils peuvent voir, comment est-ce qu'ils peuvent évaluer l'avancement, l'évolution du travail avec l'enfant? C'est par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que la communication, elle est comment? En triangle d'abord à la maison. L'enseignant, l'enfant, les parents. C'est-à-dire que tout ce que fait l'enseignant, le répétiteur, doit d'abord transiter par les parents. C'est à lui de leur donner le sujet, l'information qu'il faut. Maintenant, c'est par là qu'eux peuvent évoluer. Ce n'est pas parce qu'il vient aujourd'hui, comme par hasard, l'enfant arrive à classe, il a un 10 sur 10, qu'il va s'évertuer à dire que oui, je fais le bon travail. Non, ça peut être, c'est par à coup. Il faut que ça monte. Vous voyez, c'est pourquoi le coach ne va pas mathématique dans le système anglo-saxon. On ne parle pas de 15 pour venir à 10. Vous qui partez de 15 et vous dégringolez à 10, vous n'êtes pas dans les normes. Mais on peut partir de 4 à 6 pour avancer. Parce que là, vous avez quoi? Vous êtes en gradation. C'est-à-dire que le concept va du plus bas au plus haut. Vous voyez à peu près. C'est ça l'évaluation. C'est là que le parent saura que, à partir de cette information, quels sont les documents qu'on peut acheter encore pour soutenir l'enfant? C'est à partir de là que vous devez donner les informations. Il ne suffit pas de venir s'asseoir
faire ta science, ta magie, et tu pars, et à la fin du mois, on dit que l'enfant là, il a 5 de moyenne, il a 8 de moyenne, il a 10 de moyenne. Bon, on se frappe les mains, on se ligue les mains, et puis on se dit, et on vient sans connaître ce qu'il y a là. Donc, l'évaluation, c'est par là. L'enfant peut avoir 4 aujourd'hui, et demain, il a 5. Donc, les notes sont des indicateurs de la qualité de l'interprétation. Mais ça ne doit pas être par la cour. C'est-à-dire que il a 10 aujourd'hui, demain il revient à 7. Et après il a 13. Non. Il faut que ça suit une norme plutôt. C'est les normes là qui font croire aux parents que ce n'est pas forcément parce que cet enfant qui a 3 aujourd'hui là, de moyenne, n'arrive pas à avoir 5 à la fin de l'année, qu'il n'est pas bon. Il peut partir de 3. S'il arrive à 4, cette fois, c'est parce que du début à la fin, les choses se corsent. Oui, à peu près. Oui. Ce qu'on a vu par exemple, au début, c'est plus faible que ce qui vient dans 2, 3, 4 mois. Donc, si on part de septembre pour arriver qu'on appelle à juin de l'année qui suit, ça veut dire que les choses se sont corsées. Maintenant, et c'est une suite. Il n'y a pas de rupture, une suite. Donc, si l'enfant arrive à partir du plus, le plus facile pour arriver au plus difficile, en montant, même si c'est de 1 point sur l'année, ça veut dire que le travail est fait pour que l'enfant se situe. C'est pourquoi la suite est là. On part du CP1, on va au CP2, on va au CE1, et ça monte. Ouais, ça, ce qu'on a vu ici, là. Ceux qui sont à l'université aujourd'hui, demandez-leur, quand vous allez à la banque, pour signer votre chèque et prendre de l'argent, est-ce que vous écrivez X, Y, 2, S, 4, 3, 5, non, c'est le 1, 2, 3 qu'on t'a enseigné au CP1 là, que tu remets parce que tu veux avoir 40 000, 45 000, tu écris 4, 5, et tu comprends, il n'y a pas X, Y, fois 2, comment on appelle là, carré de 6. Non, c'est ça, le concept. D'accord. Alors, selon vous, quelle doit être la fréquence et la durée optimale des sessions de répétition? Bon, avant de venir à cette question, regardez là, vous allez me la rappeler tout à l'heure. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, donc, pour compléter ce qu'il a dit, lorsque vous avez signé pour des cours de répétition chez vous, en tant que parent, au-delà du professionnalisme, de la conscience professionnelle du répétiteur qui doit vous faire des rapports, vous-même, vous devez, même si vous ne comprenez pas grand-chose, vous devez exercer un certain contrôle. Vous avez le droit de contrôler. Un suivi. Pas suivi, c'est un contrôle. Oui. D'abord, contrôle de ponctualité de l'enseignant, du répétiteur, contrôle de ponctualité de votre enfant, contrôle de sérieux de la séance elle-même. Oui. Peut-être que votre présence physique risque d'influencer faussement la réalité de ce qui se passe. Ne soyez pas présent pour qu'on vous voit. Cachez-vous pour regarder. Mettez-les en situation réelle, comme si vous n'êtes pas là. Si vous avez la possibilité de mettre des caméras, ou bien pas personne interposée, je ne sais pas, mais en tout cas, ayez une vue sur la réalité pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir évaluer ce qui se passe. Oui, je suis d'accord. Maintenant, au-delà de ça, dialoguez avec le répétiteur. Appelez-le un autre jour, l'enfant n'est pas là. Asseyez-vous une grande personne, posez la question de manière très franche, qui vous dise très clairement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pas parce qu'il avait dit depuis le départ, et où va-t-on. Il est capable de vous dire si l'enfant devrait avoir 15 de moyenne à la fin de l'année ou pas. Il devrait vous le dire. Donc, après 1 ou 2 mois, il devrait être capable de vous le dire. S'il n'est pas capable de vous le dire, renvoyez-le. Ah, mais c'est tout. Le moins simplement. Aussi simple que ça. L'enseignant dans la classe de l'enfant peut vous dire, après 2 mois de cours, là, ils vous diront ceux qui vont réussir ou pas. Ils vous le diront. Donc, si le répétiteur n'est pas capable de vous dire ça, c'est que, bon, là, je ne sais pas ce qu'il faut l'avoir. C'est pourquoi là, c'est pourquoi la pédagogie est faite pour l'enseignement, est fait pour ceux qui sont faibles. En tout cas, pas ceux qui sont forts. C'est ça. Oui. Alors, la question, rappelez-moi. C'est de connaître la fréquence et la durée optimale d'une session de répétition. La durée des répétitions ne doit pas dépasser la durée des cours. La durée des cours, attends, quand je dis la durée des cours, non, les cours près de la journée, c'est pas ça. Mais la durée des matières, c'est pas discipline. Voilà. Donc, si le répétiteur vient selon le niveau de l'enfant, donc pour ceux qui sont primaires,
déjà le primaire, les répétitions primaires, là, franchement, moi, j'ai pas vraiment... Mais bon, ok, d'accord, allons-y. Nous ceux qui sont primaires, déjà au CP, CM1, CM2, d'accord, 1 heure par matière, c'est bon. 1 heure. 1 heure. Plus d'1 heure sur la même matière, le cerveau de l'enfant est fatigué. Il ne retient plus. Il a dit tantôt quelque chose. L'enfant, c'est manger, dormir, s'amuser. Ce que vous faites là, c'est tout c'est son programme, ça. Après 1 heure de temps, le cerveau décroche. Il n'est plus là. Pour ceux qui sont plus grands, là, ils ont des cours de 2 heures. Selon l'emploi du temps, si le cours là, on fait 2 heures, vous pouvez faire 2 heures encore. C'est pas de lui refaire le cours, c'est de lui expliquer avec d'autres mots pour qu'il puisse mieux comprendre. Voilà. Donc, s'il le faut, vous pouvez dépasser les 1h30. Et combien de fois dans la semaine? Bon, ça, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Ça dépend, voilà, de la poche des parents, de la disponibilité de l'enseignant, de l'emploi du temps de l'enfant. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas m'aventurer. Bon, on est d'accord, c'est pas tous les jours. On est d'accord. Mais maintenant, chacun selon ce qu'il pourra. Hein. Moi, je ne m'aventure pas là-bas. D'accord, nous avons dépassé l'heure. Nous sommes, je pense qu'il y aura forcément, on va programmer une seconde partie. Il y a la deuxième partie où nous aurons parlé de la moralité des répétiteurs. Les répétiteurs qui finissent par rentrer sous la jupe des enfants, des filles à la maison et même des garçons maintenant. Voilà. Les répétiteurs qui se transforment en influenceurs dans les maisons des gens. Les répétiteurs qui profitent de non plus l'enfant, mais du personnel de maison et qui deviennent pacha derrière le pacha de la maison. Voilà. Il y a aussi des conditions de travail dans lesquelles ils sont. Je pense que dans la deuxième partie, nous aurons les 40 minutes pour débattre et pour avoir toutes les informations. Exactement. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux auditeurs que nous étions avec vous. Coach Kwame Bonnet. Voilà. Précision. Coach scolaire, faut les coach scolaire. Voilà, et à ma droite, Tichaga, Prosper, Agoclou, Kami. Voilà, les invités même se sont présentés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons parlé des stratégies à adopter pour rendre les cours de répétition plus bénéfiques et plus productifs. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet, pourquoi pas la deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir, vous étiez avec Meshach Nyaro.